retire tes mains. Tu seras privé de foot dimanche. Oh non, mon père, soyez pas vache, pas le foot. Petit misérable. C'est pas moi, mon père, c'est elle qui a commencé, c'est la Claudine. C'est toujours elle qui commence, petit imbécile. Quel âge as-tu? 14. Oh, les chiennes, elles s'attaquent aux enfants. Si vous croyez que ça les arrête, mais rien ne leur fait peur, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on est obligé d'entendre en confession. Des horreurs. Quel que soit l'âge, un pied dans la tombe, elle ne pense qu'à ça. D'ailleurs, maintenant, il n'y a pas à tortiller, je dis tout au mari. Tu veux savoir avec qui elle couche, ta Claudine? Rémi. Cabot, le nouveau vétérinaire, le vieux l'ermite, j'en passe et des meilleurs. Ferme ta braguette! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 7. Cette semaine, émission Foi, Zizi et Thanatos. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est des gars comme Noé. Mais quand le diable, qui est un beau diable, nous tire par les pieds, ça nous gratouille, ça nous chatouille, ça nous donne des idées. On fait des bêtises, on peut point s'en empêcher. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres, donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation extraite d'une chanson de... Yannick Cordy. Oui, et quelle chanson? La bonne du curé. Exactement, donc il sera question de curé ce soir, à l'occasion de la sortie dans les salles mercredi dernier de Miséricorde, le nouveau film de Alain Guiraudy, mais avant nous parlerons, pour rester sur la question du religieux et du sous-bois, de The Devil's Bass de Séverin Fiala et Véronica Frantz, sorti dans les salles françaises il y a quelques semaines. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique que du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Toujours fin musicologue, ce que je vois. Oui, oui. Je m'y connais bien en Yannick Cordy, comme tu peux le voir. Exactement. Super. Je suis pas mal en Richard Gottener aussi. Ah oui, j'aime beaucoup Richard Gottener. Dans certaines soirées, à certains moments de la soirée. Beaucoup Richard Gottener qui notamment, outre ses chansons mythiques, a aussi fait un gros travail dans la musique de pub et notamment pour la Suze. Et pour aussi le couscous saupiquet. et ça existe en vinyle. J'ai ça chez moi. C'est tous les jingles de pub de Richard Gottener, c'est une merveille. Écoutez, voilà, en plus ça fait une super soirée couscous et Suze, voilà. Mais pourquoi pas? Moi j'aime les deux, donc. Mais on peut mélanger les deux, tout à fait. Voilà, c'est couscous et Suze. Voilà, tradition et modernité. Voilà, exactement. Et donc, le meilleur des deux mondes. Hein. Exactement, bah oui, je vois. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse et Margot. Salut les jeunes. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Ah là là, quelle affaire. Donc, agenda local pour commencer. Demain, au Tambour, double programme avec à 18h15 L'adorable voisine de Richard Quinn. Magnifique comédie de l'âge classique absolument merveilleuse. Mais Richard Quinn est un très grand metteur en scène de comédie. Et à 20h45, ce sera Aksan, la sorcellerie à travers les âges de Benjamin Christensen en 1922, qui sera proposé en ciné-concert. Incroyable. Film complètement dingue. Je n'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Des visions diaboliques de dingue, qui font toujours école. Franchement, la représentation du diable est délirante. Il y a des trucs qui sont c'est super. Puis film un peu bancal, un peu c'est un film hybride parce que à sketch, tu sais pas trop la fiction, le documentaire, quelle est la part. Enfin, tu sais pas trop te situer par rapport à ça, mais juste sur certains comptes, en fait, le gif des visions diaboliques apparaissent régulièrement. C'est vraiment, en termes de représentation du mal, c'est un peu fondateur. C'est fondateur, et William Friedkin n'a qu'à bien se tenir, et pourtant, c'est élu le plus grand.
Mais écoutez, pourquoi pas. Sinon, ce dimanche, continuation à l'Arvor, continuation de la rétrospective Jacques Rosier, avec à 17h ou 17h30, je crois, du côté d'Orwet, donc son deuxième long métrage, qui sera suivi dimanche 3 novembre, donc ensuite des naufragés de l'île de la Tortue, que je présenterai. Donc voilà, et je tiens à signaler aussi que Potemkin ressort en fin d'année un coffret intégral Jacques Rosier, enfin quasi intégral en tout cas. Ça va. Avec 4 films, c'est bon, quoi. On va y arriver, quoi. Alors non, il y aura aussi compris le dernier film qu'il avait tourné, les courts-métrages aussi, peut-être. Fifi Martingale, qui était fait en 2001 et qui n'est jamais sorti. Donc voilà, il y aura aussi plusieurs de ses courts-métrages et de son travail aussi pour la télévision. Sinon, c'est bientôt, vous n'êtes pas sans savoir, c'est bientôt les élections américaines d'Amérique. Et donc, ce même dimanche 27 octobre, donc, dans le cadre d'un ciné citoyen proposé donc par l'Arvor et l'association 87 mm, ce sera l'un des films préférés de Donald Trump, Bloodsport, avec Jean-Claude Van Damme. Avec la poudre à zœil. La poudre à zœil. Voilà, la fameuse scène de la poudre à zœil à la fin de Bloodsport. Alors, est-ce que vous super film, hein. Est-ce que vous avez Bloodsport, docteur? Tous les coups sont permis en français. Moi j'ai vu ça sur M6 à la grande période, à la grande époque, à 2000%. Et donc justement avec la scène, moi c'est un film qu'on m'a vendu en fait, c'est un film qu'un pote m'a vendu pendant des années en me disant mais tu vas voir, il y a une scène à la fin, il y a la poudre à zœil, et je dis mais de quoi tu me parles? Et voilà, sans vous en dire plus, j'ai vu et j'ai été convaincu. J'ai été convaincu par cette scène de la poudre à zœil avec comment il s'appelle, le méchant c'est Bolo Young. Bolo Young, j'adore Bolo Young. Sale gueule des années 80, des films de baston des années 80, qui est très très bien en ennemi, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, en ennemi de notre ami JCVD, voilà, dans sa très grande forme, en mode grand écart. Super. Voilà. Donc voilà, Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, le citoyen. On voit que l'Arvor a choisi son camp entre Donald Trump et Kamala Harris, mais est-ce que cela nous étonne vraiment Alors mais Kamala Harris, c'est quoi son film préféré? C'est quoi, Coup de foudre à Notting Hill ou un truc comme ça, quoi? Malcolm X. Non, c'est trop tranché, c'est trop clivant. Il faut que ça soit. Non, faut pas que ça soit clivant. Parce que Bloodsport, ça rassemble tout le monde. Bloodsport, au moins, là, ça a l'avantage d'être franc du collier, quoi. Je veux dire, c'est un film bas de plafond. Je dirais pas pour des gens bas de plafond, parce que je l'ai regardé, ou à moins. Enfin, si, moi je suis bas de plafond, en fait. Voilà. Non, c'est très drôle comme film. C'est très, très drôle. Donc voilà, sinon, dans les sorties nationales, il est sorti sur Netflix vendredi dernier, nous en parlerons la semaine prochaine. C'est The Shadow Strays de Timo Chajanto, auteur des années précédentes de au moins 2 bons films de boucherie, The Big Four et surtout son film d'avant 2018, The Night Comes For Us, où des êtres vivants se transformaient en steak haché ambulant à force de prendre des coups de machette dans la gueule. C'était assez réjouissant. C'était assez réjouissant. C'est assez réjouissant et tout, vraiment dans la continuité, enfin pas dans la continuité, dans la continuité d'une certaine manière de The Raid 2 de Gareth Evans. De Gareth Evans, dont le film avec Tom Hardy devrait sortir incessamment Normalement, il devrait sortir fin d'année ou début l'année prochaine. Mais qui est revenu au Pays de Galles en fait, qu'apparemment moi j'ai lu une interview il y a pas longtemps, il a laissé un peu tomber en fait, il est plus trop lié à tout ça, mais par contre il est très content de voir que les acteurs en fait qui ont joué dans ces films ont après repris et qui font des trucs de bourrin dans leur coin, il trouve ça très bien lui, voilà. Il est très content. Après apparemment son prochain film c'est pas non plus vraiment de la poésie, hein. Non, je m'attends à ce que ça soit un peu boucherie aussi. C'est Tom Hardy qui va dans les bas-fonds du Pays de Galles pour péter des gueules, je m'attends à ce que ce soit ça aussi. Donc voilà. Sinon, dans les sorties salles demain, eh bien donc il y a Monsieur Aznavour, le biopic de Charles Aznavour par Grand Corps Malade et je ne sais plus qui d'autre, avec Tahar Rahim grimé. Choix bizarre, mais pourquoi pas. Après, ça a l'air globalement dégueulasse. Hein. Après, moi, les biopics de grandes stars françaises, moi, c'est genre Dalida, machin, c'est pas mon truc. C'est pas terrible. Et en plus, j'aime pas Aznavour. Moi non plus, j'aime pas Aznavour. C'est pas que j'aime pas, c'est que je m'en fiche un peu. Sinon, il y a une comédie française avec Alban Ivanov qui s'appelle Challenger, il fait de la boxe. Il y a un film d'animation Transformers, le commencement. J'en ai rien à foutre, mais alors bien rien à foutre, d'autant que Michael Bay n'est dans aucune façon impliqué là-dedans, donc c'est vous dire si j'en ai rien à foutre. Doublement. Puis ça a l'air sacrément moche. On en a parlé il y a quelques semaines, il y a le film de John Woo, The Killer, remake de The Killer, qui donc sort en salle finalement. C'était pas vraiment prévu, mais finalement il sort en salle. Allez voir, quand même, c'est plutôt sympa, on le fait dire. Un bon film du samedi soir. Oui, voilà. Bancal, mais sympatoche. Voilà. Sinon, il y a... vous l'attendez en tant que grand sportif. Demain sort 4-0, la suite de 3-0 de Fabulous Fab Antoniente. Voilà, donc 23 ans après, donc 3-0 en 2001. J'ai oublié complètement, moi je suis en train de confondre. Samuel Le Bihan, moi je suis en train de confondre le film avec Delphine 1, Yvan 0 de Dominique Farrugia, tu vois, pour te dire comment je me souviens bien. Donc 4-0 où on perd Samuel Le Bihan, mais on gagne
Didier Bourdon. Et donc là... Oh, décidément. Mais Didier, moi quelque part j'ai une forme de respect, hein. Parce que ce mec qui a eu un moment où on n'entendait plus trop parler de lui, et là maintenant il est partout, quoi, le gars, quoi. Il se bastonne les rôles avec Christian Clavier qui en fin d'année jouera un psy dans une comédie qui m'a l'air croquignolesque. Alors là, je sais pas vous dire, tu n'en peux plus. Et Didier Bourdon joue en fin d'année dans un film de Noël. Par Alexandra Leclerc, la terrible réalisatrice du Grand Partage et de Garde alternée. Oh putain, j'ai jamais vu ces films. Alors là, le Grand Partage, c'est le film où grand bourgeois Bourdon est oublié d'accueillir des pauvres chez lui. Formidable. Bon, tu en seras en tout cas, tu nous raconteras. Ça fait au moins 3-4 films, à chaque fois je vais les voir en salle. Mais je sais bien que tu aimes ça. Voilà, donc 4-0. Et sinon, il y a de ressortie des films de Sean Baker avant la sortie la semaine prochaine ou dans 2 semaines de la dernière Palme d'Or, donc Anora. Et il y a aussi une ressortie des films de Chantal Ackerman. Je n'ai jamais vu le film. Mais pas tout à fait dans le même style que Didier Bourdon, quoi. Pas tellement, non. Un peu. Ah non, sinon j'ai oublié, la sort sur Netflix une série adaptée du jeu de plateau Loup-garou. Oui, j'ai vu avec Franck Dubosc et Jean Reno. Donc je me dis. J'ai vu qu'il y avait un truc sur Loft aussi, sur Love Story, qui sorti. C'est quoi, c'est un film? Non, c'est une série sur Amazon Prime qui s'appelle Culte, sur la création du Loft 1. En fait, c'est un peu le deal d'Amazon. Ils vont faire tous les ans une série sur un grand événement culturel français des années 90. Wow. La saison 2 sera sur les To Be Free. Waouh. Écoute, je suis à moitié tenté. Est-ce qu'on verra le tournage de leur série? Voilà, est-ce qu'ils parleront de la série, de la série Pour être libre, qui était merveilleuse. Est-ce qu'on parlera du passage de Philippe Nicolic dans Simon Says avec Dennis Rodman, super film que j'ai en DVD. Exactement. Film d'1h16 qui arrive à être extrêmement long. Et c'est là qu'on se dit, c'est ça les grands événements de la vie culturelle française. Et on fait, ah ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai. Quoi d'autre? C'est quoi pour toi? Sinon, peut-être faire un truc sur Daft Punk, mais ça coûtera un peu cher en droit. Ouais, non, ça marche pas. Non. Voilà, donc non, mais je prends par contre une petite série sur comment aussi s'appelle sur ce mauvais DJ là. David Guetta. Sur David Guetta, voilà. Bob Sinclair. Sur les époux Guetta. Bob Sinclair, il y a des trucs à dire. Sur Bob Sinclair, sur les époux Guetta. Voilà, c'est ça la vie culturelle française. Sinon, Bob Sinclair, c'est un faux mauvais DJ, parce qu'en termes de producteur et en termes de connaissances musicales, c'est juste une. Enfin, pour moi, c'est ce que j'appelle une grosse feignasse personnellement. Mais bon, ça n'engage que moi. Bob, si tu nous écoutes. No offense. Voilà, c'est ça. Tu le prends pas mal. Tu le prends pas mal. Je vois que votre esprit caustique est prêt. Attention. Eh bien, ça tombe bien que votre esprit caustique soit affûté, puisque donc nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons parler de suicide. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les fabuleux, les merveilleux Caméras Silence avec Suicide. Car donc de suicide, il va en être question dans le film qui va nous intéresser, The Devil's Bath, le bain du diable, réalisé par Séverin Fiola et Véronica Franz. Film festif et joyeux puisqu'il est austro-allemand, donc déjà ça commence très bien. Ça se passe au 18e. Et qui prend cadre à la fin du XVIIe siècle. 18e. Voilà. Milieu du XVIIIe siècle, très exactement. 18e, c'est ça. Donc où nous avons suivre le parcours festif et joyeux de Agnès, jeune femme qui va épouser donc un inconnu pour aller vivre avec lui dans leur petit village de merde au fond des bois, dans une cabane un peu sombre et obscure, mais bon, c'était l'époque, voilà, autre temps, autre mœurs, fallait être là. Et donc, qui se passe dans la région de l'Oberösterreich, donc au nord de l'Autriche, à la frontière avec l'Allemagne, et donc Agnès va connaître le difficile travail de la ferme et de la pêche. Autant vous dire que déjà maintenant c'est pas ouf. Alors à l'époque c'était vraiment pas terrible, surtout quand on est en Autriche. Donc on habite dans des sous-bois épais et obscurs, et donc notamment à travers ce travail pour le moins difficile va s'ajouter donc évidemment le poids de la religion chrétienne catholique, mais aussi le poids de la famille, le poids des responsabilités qui va peser sur elle. Et en fait les deux metteurs en scène donc qui sont autrichiens et qui sont tante et neveu, qui sont aussi des plasticiens, mais qui donc sont aussi liés par des liens du sang qu'on voit rarement au cinéma. Tante et neveu en fait se basent sur une histoire vraie, enfin sur des faits réels qui étaient quelque chose de
assez répandus quand même à cette époque-là, qui sont les suicides par procuration, puisque donc, comme vous le savez, si vous avez fait votre catéchisme, hein, si vous vous suicidez, vous n'avez pas le droit au paradis, mais vous allez en enfer, car seul Dieu est habilité à reprendre la vie des hommes et des femmes en ce bas monde. Et donc, ce qui se passait souvent, c'est que des femmes, c'était principalement des femmes en fait, suite à cause de leurs dures conditions de vie et du poids du patriarcat, mais aussi du matriarcat et les conditions de travail, en fait, souvent tuer des gens pour en fait se faire arrêter, se faire absoudre de leurs péchés par le curé avant de se faire décapité. Ce qu'on appelle un suicide by proxy aujourd'hui. Exactement. Et dont il y a des équivalents, hein, les suicide by cops aux États-Unis, où en fait on fait exprès de se mettre dans des situations d'illégalité pour se faire tirer dessus par la police et se faire. Et donc, souvent, ce qui se passait à l'époque, les personnes les plus faciles à tuer, donc c'était les enfants ou bien les nouveau-nés. Donc de la fanticide à gogo. Exactement. Charmant. Et voilà, donc sur ce programme joyeux et festif, comme je le disais, se déroule aussi une mise en scène joyeuse et festive, puisqu'on est effectivement dans un film tourné en 35 mm. Thibaut, tu me disais, avec un véritable travail pictural, mais où on va travailler principalement les nuances de gris et les nuances de marron, puisque donc c'est l'automne en Autriche, donc c'est pas vraiment le plus joyeux. Et dans ce film va donc se dérouler sur les 2 heures de métrage à peu près, une montée en tension et une montée dramaturgique autour de on va dire presque de la charge mentale et de la violence psychologique que subit cette jeune femme-là, Agnès. Thibaut. Oui, alors c'est un film qui est... Alors tu l'as dit, rien que le postulat de départ, la plasticité du film, donc oui, voilà, les 50 nuances de gris, hein, clairement, à ce niveau-là. 2 heures de film... une unité de lieu, on ne va jamais quitter en fait ce corps de ferme, non, cette cabane, la forêt qui est la alentour, forêt, le lac qui est un peu plus loin avec le village, tout ça. Donc c'est un espace qui est très restreint, avec une profondeur de champ qui est quasi qui est proche du néant, parce que quand elle existe, au final il y a soit des arbres, soit du brouillard, soit cette espèce de lac où on se demande comment ils font pour pêcher autant de poissons, parce que le truc, t'as l'impression que c'est une mare d'égout. Mais le film est très dur, le film est très lourd. Néanmoins, le film n'est pas non plus, n'est pas non plus pas oppressant, mais apaisant. C'est-à-dire qu'il va pas non plus c'est pas un feel-good movie, mais il va pas non plus t'écraser en tant que spectateur. Ça plonge pas dans le pathos non plus. Parce que voilà, en effet. Parce qu'il y a plusieurs choses. En effet, ça plonge pas dans le pathos. 2, tu as immédiatement de l'empathie pour cette jeune femme qui est jouée par une comédienne dont une chanteuse aussi. Dont on a cherché le nom tout à l'heure, mais que j'ai Anja. Oui, dire ça tout de suite, ne bougez pas. Et qui est également chanteuse, qui fait d'ailleurs la musique du film. Donc, Anja Plaschke. Voilà, qui est super musique d'ailleurs, très drone, qui compose en fait la musique du film, qui chante aussi d'ailleurs sur cette musique. Si vous aimez le drone et puis les vieilles Larue, hein. Oui, voilà. Mais en fait, du coup, c'est pour le grand timonier, ça. Oui. Ouais. Elle est hyper, en fait, du coup, elle est hyper compétente. On a immédiatement de l'empathie pour elle. Et il y a un truc moi que j'ai beaucoup aimé, et je pense qu'on en reparlera, c'est que, pardon, c'est qu'il y a quelque temps, il y a The Witch de Robert Eggers qui est sorti. Mais donc c'est un film qui... Je dis pas que c'est un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma contemporain, mais c'est quand même un film qui a marqué la rétine, qui a marqué les esprits, parce que folk horror, enfin folk fantastique, mais où du moins il y a la dimension mentale qui pouvait se transformer en dimension fantastique. Là, c'est là où il y a le fameux doute. Ici, cette dimension fantastique, elle n'est pas convoquée. On la suit toujours. En fait, t'as l'impression qu'elle va arriver, mais au final, on va rester dans quelque chose de beaucoup plus sociétal, de beaucoup plus psychologique, de beaucoup plus religieux, familial également. En fait, c'est de là d'où vient le côté presque folk horror, c'est sur le folklore religieux c'est chrétien. Du folk, en fait, c'est du folk drama, en fait. Et du coup, ça fait que le film, en fait, ne va pas chercher à en faire... Paradoxalement, on ne va pas chercher à en faire des casses. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne va pas non plus se sentir respirer en tant que spectateur, mais on ne va pas non plus ressentir vraiment... Les réalisateurs
ne vont pas t'appuyer la tête, toi en tant que spectateur, dans la gadoue pour dire regarde comme c'est mal, regarde un peu la dureté du truc, regarde un peu la dureté du machin. Parce que du film ou bien horrifique en fait viennent par des choses extrêmement réelles et très concrètes, comme par exemple la tige de fer qu'on met dans le cou pour que le démon sorte, enfin que le mal-être s'en aille de la personne. En fait, ce sont des choses qui sont cartésiennes, scientifiquement explicables. Donc voilà, on peut voir avec le folklore et la superstition. Mais en fait, le film ne s'évade pas. En fait, vers quelque chose qui pourrait, je trouve, encore plus abrutir cette pauvre Agnès qui déjà en subit beaucoup trop. Docteur. Oui, ce qui moi m'a intéressé au-delà de sa qualité effectivement picturale, qui est très Barry Lyndon-esque ou très The Witch, c'est-à-dire l'idée de composer des plans comme vraiment des tableaux de genre du XVIIIe siècle. La bougie. Voilà, des super plans de nuit, des super plans avec des torches aussi dans la nuit à l'extérieur. Enfin, vraiment une super lumière, une direction de la photo vraiment vachement bien. Et les scènes de grotte là. Non mais moi j'ai trouvé que le film est super beau. Je veux dire. L'Arche de pierre où les femmes se font décapiter. Voilà. Et bon, mais au-delà de la qualité plastique du film et de son sens vraiment très aigu de l'esthétique, je trouve que là où les réalisateurs, à mon avis, réussissent leur coup, c'est que justement c'est pas juste un film de surface en fait. Et je dis pas que The Witch était un film de surface, mais The Witch était clairement un film horrifique. Il y avait des vrais moments angoissants, il y avait des vrais moments mécaniques de film d'horreur. Avec des mécaniques de film d'horreur. Alors que là, on dirait qu'elle prend presque la première scène en fait de The Witch et elle va rester dans le réel. Et ce que ça montre en fait de ce réel, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est un regard contemporain sur un monde qui est notre monde, qui est le monde d'où nous venons, le monde européen d'où nous venons, et qui est un monde en même temps qui est totalement étranger à notre vision du monde actuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résurgences, mais ça veut dire que, par exemple, moi, il y a des choses qui m'ont frappé dans ce film-là, c'est le côté presque carnavalesque, c'est-à-dire le côté, le mélange de fête et de violence. Le mélange entre la fête et la mort, en fait. Voilà, c'est ça moi qui m'a marqué, par exemple. Le meilleur des deux mondes. Non mais voilà, scène d'ouverture, donc mariage, donc tout le monde ça va bien, tout le monde machin, et il y a une scène avec un coq. Où il faut que le marié décapite le coq, voilà, tue le coq avec une espèce d'objet agricole, et il n'arrive pas à le faire d'ailleurs, ce qui déjà signale ce qui pour moi est l'équivalent de la tache de vin dans Voyage au bout de l'enfer. Dans Voyage au bout de l'enfer, c'est-à-dire la prophétie déjà de l'échec de leur ou de la tragédie plutôt. Oui, ou de l'échec, mais de la tragédie de leur relation, parce que le mari est pas un salaud objectif, le mari il est exactement le produit de la société, et il est surtout accompagné d'une mère de famille qui pareil est un personnage, moi je trouve hyper intéressant, parce que la mère elle apparaît comme un antagoniste, et en même temps, moi je trouve qu'on comprend complètement comment est-ce que des femmes comme ça arrivaient à survivre en fait. C'est parce que t'étais obligé d'être dur, t'avais pas le choix quoi, parce que la vie était hardcore et toi il fallait que tu sois hardcore aussi, parce que sinon la boutique elle tournait pas et tout le monde mourait de faim. Donc la belle-mère de Agnès, c'est qu'elle est vraiment un personnage dur qui souvent rabaisse justement Agnès en disant qu'elle est bonne à rien, qu'elle travaille pas. Mais oui, mais parce qu'en fait qu'elle n'aide pas en fait à la subsistance du foyer. Mais oui, parce qu'en fait elle est pas comment dire, elle est pas efficace en fait. Et ça, tout le truc d'Agnès, c'est ça, c'est qu'en fait on est dans un monde pré-capitaliste. Donc on est dans un monde où où l'efficacité collective est juste là pour la survie, c'est-à-dire que c'est même pas pour faire de l'argent, même s'il y a des rapports d'argent, la distribution du pain et tout ça, on peut pas distribuer 2 pains, on peut en distribuer qu'un, donc faut pas faire la charité, voilà, avec une espèce de dureté aussi vis-à-vis des autres, pas simplement vis-à-vis d'Agnès. Et c'est un monde qui est un monde pré-psychanalytique. Et ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant, parce que moi je trouve que ça montre, alors je sais pas si ça montre de manière juste, mais on sent quand même que le film est quand même pas mal documenté. Ça montre le rapport qu'il y a en fait entre, d'une part, une pensée magique qui passe par la superstition. On met le doigt coupé d'une femme exécutée, on met le doigt coupé sous le lit pour avoir des enfants. On voit le sang quand une femme est décapitée. On voit le sang d'une femme. Alors on fait la fête autour, voilà. Et ce monde de superstition, ce monde mystique, parce que Agnès elle-même est une mystique en fait. Elle est hyper investie par la religion, donc elle est complètement. Oui, puis elle va commencer. Ils sont tous très croyants. Elle va dérouler un peu sur du paganisme au moment, parce que oui, avec des traces de paganisme et de sorcellerie en fait. C'est pas vraiment une sorcière, mais il y a des traces de trucs de sorcellerie avec des insectes morts, avec justement de la superstition, des choses comme ça. Mais ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est un monde vraiment pré-freudien quoi. C'est-à-dire que c'est un monde où, quand vous avez un trouble psychiatrique, vous êtes totalement désarmé. C'est-à-dire que la seule chose qui vous permet de confronter ce trouble psychiatrique, et son trouble psychiatrique, c'est pas la folie, c'est ce qu'on appelle la mélancolie.
C'est-à-dire qu'en fait, elle est dépressive, en fait. Elle est gravement dépressive, d'ailleurs, cette femme, parce qu'en fait, elle correspond pas au code. Elle sent bien qu'elle ne correspond pas à ce que la société attend d'elle, et en plus, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Il y a plein de raisons, en fait, pour lesquelles elle dérive, en fait, et on peut se poser la question de savoir lesquelles sont plus importantes que d'autres. Il y a un désir ardent d'enfant qui n'est pas satisfait. Donc une immense frustration. Qui n'est pas la faute d'Agnès. Qui n'est pas de la faute d'Agnès, qui est de la faute du mari. Qui se retourne. Voilà, qui ne la touche pas. Qui la touche pas, hein, qui se masturbe sur elle. Mais c'est une scène hallucinante alors pas de violence, hein, mais avec la main au-dessus de sa tête. Très dure, très violente, ouais. parce que tu sens, pour rebondir sur ce que tu dis et par rapport à l'empathie qui est donnée vis-à-vis d'Agnès, tu sens qu'elle a envie, tu sens qu'elle veut. Elle a du désir. Elle veut bien faire. Elle a du désir. Et en fait, c'est lui. Et lui non. C'est lui. Enfin, si, il a du désir parce que comme il se masturbe. Enfin, il y a un truc qui se passe entre son nombril et ses genoux. Ouais. Mais c'est pas pour Agnès et c'est pas un désir de paternité non plus. Ben non. En gros, c'est ce qu'il veut, c'est jouer avec son poignet. Et ça, c'est terrible. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la. Il y a un côté immature chez le mec, de toute façon, le fait d'être sous la coupe de sa mère à ce point-là. Après, le terme matriarcat est énoncé texto dans le film, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à cette mère qui elle-même aussi, je suis d'accord avec toi, ne passe pas, c'est pas une marâtre qu'on peut voir dans les contes de fées. Non, en effet, tu le dis, elle survit comme ça parce que c'est le moyen de subsistance. Agnès veut rentrer un petit peu dans ses pas. En fait, la scène de la pêche, elle sert surtout à ça parce que voilà, on va lui apprendre à faire comment. Il faut que tu fasses comme ça, machin. Tu t'occupes de la distribution du pain. Elle essaye. Cette Agnès. Il y a quelque chose de mécanique dans la distribution du pain, dans la pêche. Il y a quelque chose de presque justement de pré-industriel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quasiment déjà de trucs à la chaîne en fait. T'es quasi à la chaîne. Et on sent qu'elle, ça va pas. Mais tu sens qu'elle est pas faite. Non, elle est pas faite pour ça. Pour ce monde-là. C'est une femme rêveuse, c'est une femme, comment dire. D'où l'intérêt mystique. Pas du paganisme, mais peut-être plus mystique en effet. Elle est pas pragmatique en fait. Elle se construit un petit hôtel, elle rêvasse un petit peu devant cette espèce de, comment on peut appeler ça là, cette espèce de gondole là où il y a d'arche où la femme est décapitée, mais elle rêvasse un petit peu là-dessus. Donc et puis elle a un contact avec la nature, il y a quelque chose de presque animal à certains moments. Il y a un truc avec où elle se réfugie dans des infractuosités. Exactement. Enfin, il y a presque quelque chose presque d'animal justement. Donc tu sens très bien que même elle dans sa tête, elle est pas prête pour ça. Parce que la terre ne ment pas. Parce que la terre ne ment pas. Mais elle n'est pas faite pour ce monde-là. Elle n'est pas cartésienne. Elle n'est pas scientifique. Elle n'est pas pré-capitaliste comme tu dis, parce qu'elle est ailleurs et c'est ça tout son drame. Et c'est là justement que le film, je trouve, porte un regard contemporain sans essayer de plaquer, on va dire, une lecture contemporaine sur une situation plus ancienne. C'est qu'en fait, elle nous montre, le film nous montre le mécanisme en fait de perte de perte de l'esprit en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on est marginal dans ce genre de communauté rurale au XVIIIe siècle où il n'y a pas de place pour la marginalité, aliénation par le travail et par l'environnement, exactement, et par la religion, et par le mariage et par la religion et par plein de trucs par le poids des convenances et de la tradition. Moi c'est ça que j'ai trouvé le plus tragique dans le film, c'est que quelque part, nous, on est capable d'identifier son mal, parce que nous, ce mal-là, maintenant, c'est un mal qui est identifié, qui est la dépression, qui est la mélancolie, qui est plein de choses. Hein, je veux dire, voire peut-être même, on pourrait même d'ailleurs penser qu'il y a peut-être déjà un début de schizophrénie en fait chez cette femme-là, qui a déjà peut-être des traces mais est-ce que son mal est... Mais c'est pas clairement identifié justement. Est-ce que son mal-être plutôt, est-ce qu'il est individuel, psychologique, mental, ou est-ce qu'il est politique, c'est-à-dire que elle c'est sa place dans la société qui, à mon avis, qui ne lui convient pas. Je pense qu'elle alors qu'elle est contente, alors qu'elle fait les efforts. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, elle a une sensibilité. Je pense qu'en fait déjà, il y a une hypersensibilité de cette jeune femme qui en fait et son mysticisme pour moi rentre en conflit complètement avec le pragmatisme justement qui est allié au travail en fait. C'est la question de sa place, à la vie conjugale. Pour faire un peu de tautologie dans les rapports de production et dans les rapports sociaux. Bah oui, complètement. Et je trouve que le film est assez passionnant parce que c'est presque un film sociologique en fait. C'est presque un drame sociologique, peut-être même plus d'ailleurs qu'un drame psychologique. En tout cas, c'est une sorte de mélange des deux. Et je trouve que moi, je me suis dit pendant tout le film, c'est marrant de voir comment à 300 ans de distance, en fait, les gens n'avaient aucune idée
de ce que pouvaient être de ce que pouvaient être les troubles psychiatriques, quoi, c'est-à-dire ce que pouvaient être les maladies mentales, ou même tout simplement les affections psychiatriques, parce qu'elle est même pas forcément tant que ça malade mentale, en fait. Elle est juste, c'est juste qu'elle est dépressive, et comme il y a personne pour reconnaître cette dépression, et comme personne ne sait ce que c'est, que personne ne sait quoi faire, et même la mère finit par lui dire, mais je sais plus quoi faire, en fait, quoi. Et le mari est complètement désemparé. Enfin, on sent bien qu'il y a une espèce de, c'est intéressant, moi je trouve qu'il y a un aspect du monde intérieur de l'humain qui à ce moment-là n'existe pas, en fait, qui ne peut pas exister à ce moment-là, et du coup nous, ce qu'on voit là, c'est les conséquences de ça, en fait. C'est ce que ça fait sur le corps et sur l'esprit des gens, et notamment sur l'esprit de cette parce qu'au final, est-ce que ce ne sont pas du coup les structures qui font parce que pardon, au début du film, elle est jouace. Tu sens très bien. Bah alors, il y a la scène d'introduction où tu sens très bien que ça va être que le film va très mal se passer, mais tu sens cette scène de mariage où elle est vraiment. Mais elle est vraiment contente. Ouais, mais elle est déjà écartée de la communauté. Ouais, parce que plus la soirée avance, moins elle est en périphérie du cadre. Elle est toujours en périphérie du cadre. La gestion des flous est admirable à ce niveau-là, mais finalement, ce n'est pas elle, ce sont les structures qui la rendent dépressive. Ce n'est pas sa tristesse, voilà. Donc on pourrait, c'est pas une tristesse, j'ai envie de te dire, innée. Voilà. Et puis c'est pas une rebelle, c'est pas comme si elle se disait bah merde, parce que moi je me casse. La rébellion, ça serait justement de devenir une sorcière. Les sorcières socialement, c'était les filles qui habitaient, c'était les femmes célibataires qui habitaient en marge du village, et qu'on allait voir pour des trucs, tu vois, pour aider la grossesse et les choses comme ça, et qui étaient détestées, et qui étaient à la fois nécessaires à la société parce qu'on avait besoin de ces marginaux, mais qui étaient détestées, ce qui fait que quand il y avait une crise, on allait chercher la sorcière et on la cramait, quoi, en fait, quoi. Oui, alors que elle veut s'insérer à cette communauté, à ce monde du travail-là, à ce monde religieux. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et elle est admirable de volonté. C'est un personnage qui est vraiment admirable de. Et l'actrice, moi, je trouve, joue ça. De la volonté ne fait pas tout. Voilà. Mais moi, je trouve que l'actrice, la comédienne, elle est vraiment super, quoi. Après, il y a des pures tronches. Même le casting du village. Il y a des tronches. Il y a de la ganache. Il y a des gueules de tableau du 18e. Il y a des gueules de tableau de genre. Qui sont admirables. On dirait maintenant, ce sont des gueules à fioul. Mais c'est un film. En fait, c'est un film. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui dépasse un petit peu son objet horrifique, pseudo-horrifique, plastique, qui déjoue l'attente. Plasticien, en effet, ça déjoue l'attente. Même le titre, Le Bain du Diable, est un titre qui est déjoué, parce que moi, tu m'as dit on va faire Le Bain du Diable, alors direct Le Bain du Diable. Moi, je m'attendais quasiment à de l'exploit, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, Le Bain du Diable, on spoil quand même beaucoup, mais le Bain du Diable. On comprend ce que c'est. Vous l'aurez compris, ça se passe pas super bien. On comprend ce que c'est. Le bain du diable est, pareil, énoncé, comme le terme matriarcat, il est énoncé dans une ligne de dialogue. Mais tu le comprends, mais tu te dis, ah bon, c'est ça le bain du diable. C'est que voilà, c'est un film qui déjoue constamment les choses pour aller vers un ailleurs. Et je trouve que ça participe justement à ce côté... On met pas la tête dans le guidon dans la gadoue. Et en gros, c'est-à-dire que si vous regardez ce film-là en espérant avoir peur, vous risquez d'être déçu. Par contre, si vous regardez ce film-là... On est tendu quand même. Oui, il y a une tension, mais une tension qu'on peut retrouver dans le drame, qui n'est pas forcément une tension horrifique, quoi. Mais par contre, si vous voulez voir un film qui donne ce sentiment de regarder d'avoir une porte entrouverte sur un temps qui a été... qui a été le... et qui fonde notre société européenne, c'est-à-dire que nous on vit dans l'idée des Lumières, en fait, quoi. Et c'est un film qui se passe avant ça, quoi, ou en même temps que ça, justement, et qui nous montre qu'à côté de ce siècle des Lumières, il y a un siècle obscur aussi qui se joue, et que finalement ce qui se joue dans ce film-là, c'est les mêmes choses que ce qui se joue depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire la dimension carnavalesque, le rapport entre la mort et la fête, les superstitions, le rapport à la religion, etc., et une vision magique. C'est la religion catholique, voilà. Il faut préciser, parce que c'est pas tout à fait la même. Exactement, chez les juifs, chez les musulmans. Chez les protestants même d'ailleurs. Oui. Et il y a vraiment ce... Encore un autre délire, les protestants. Voilà, mais voilà, et il y a vraiment moi j'ai trouvé vraiment que le film était vachement intéressant et assez, moi je l'ai trouvé crédible, en tout cas, évidemment que j'en sais rien, mais on sent que ça repose quand même sur des travaux historiques ou des travaux ethno, quoi. Tu sens que ça a bossé. Ouais, et parce que il s'est tourné en décor naturel, Par contre, t'as une langueur, voilà, qui fait que tu vas sortir du film avec un goût, voilà,
tu ressens la tristesse de cette Ah ouais, de complètement. Agnès. C'est un film. Tu ressors du film si vous avec avez- un petit goût mélancolique. Alors si en plus tu regardes par la fenêtre, il flotte et tout, tu fais waouh. C'est parfait pour l'automne. hein. C'est Non, non. c'est Ah bah, pur par film- contre, c'est un film pur c'est un film film automnal. Ouais, c'est un pur film automnal. Et il y a des scènes. C'est vrai que quand même, à certains moments, des scènes assez symboliques. Hein, la scène où elle est dans l'espèce de d'étang boueux et qu'elle essaye de rattraper le coup auprès de son mari et de sa famille, c'est et super, qu'elle n'arrive pas à marcher dedans. Enfin, tu vois, il y a des scènes. Voilà, Tu vas te noyer, tu C'est-à-dire- sais combien de gens il y a Ouais, dedans. ouais. Mais parce que elle est tellement volontariste. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'empathie, moi je trouve, pour ce personnage. C'est d'une part, on est coincé avec elle, et d'autre part, nous, on comprend en fait ce qui lui arrive. Et c'est ça qui est terrible, c'est que nous, on est les seuls à comprendre ce qui lui arrive dans un monde où personne ne peut comprendre ce qui lui arrive. Et ça, je trouve que ça place le spectateur dans une situation vachement intéressante, en fait, de faire de l'empathie, non pas juste avec du sentiment, mais de faire de l'empathie, en fait, avec des connaissances qu'on a maintenant, mais qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque. Voilà. Et ça, je trouve que il y a quelque chose. C'est marrant, tu vois, c'est marrant. Et le film m'a fait, alors, dans un genre totalement différent, mais le film m'a un peu fait penser aussi à Black Death. Ah oui, le film de Christopher Ouais, Smith. de Christopher avec Smith, Sean Bean, sur la peste. avec ces mecs qui vont dans un village où on leur dit, et dès le début du film on te dit il y a de la sorcellerie, c'est pas normal, il y a la peste partout et là-bas il y a personne qui meurt. Comment ça se fait qu'il y ait personne qui meurt? C'est pas normal, c'est forcément fantastique. Et en fait tu regardes Black Death, c'est pas un film fantastique. Black Death, c'est un film en fait où les gens ont une vision fantastique du monde, ils ont une vision magique du monde, et leur vision magique du monde les amène dans des extrémités évidemment qui vont leur faire regretter amèrement d'avoir cette et c'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'ils sont conditionnés à avoir cette pensée magique et du coup ils se retrouvent piégés en fait par la pensée magique. La pensée magique. Mais voilà, mais et ça c'est super intéressant. C'est super intéressant, je trouve, comme aspect. Donc The Devil's Bass, aka Des Staffelspot, dans son titre original, donc de Véronica France et Séverin Fiala, sorti il y a quelques semaines en France. On va continuer avec l'automne et les curés, avec Miséricorde de Alain Guéraudy. On va parler de foi et de désespérance. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'est les Druids of the Gay Charrette avec Faith and Desperation, et donc de foi et de désespérance. Il en est plus ou moins question, puisqu'on continue sur notre lignée automnale et curée, avec bois et sous-bois, avec Miséricorde, donc de Alain Guéraudy, sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Donc Alain Guéraudy, réalisateur bien connu du Sud-Ouest, qui tourne principalement dans ces lieux-là, Aveyron, Lot-et-Garonne, parfois le Tarn-et-Garonne, mais bon, je crois que c'est dans le droit de l'évasion, ils disent que c'est quand même un département de merde. Vous savez comment c'est, les gars. Ouais, ils s'entendent pas entre eux, Exactement. Donc Alain Guéraudy, dont on a traité, je crois, tous les films dans cette émission depuis son excellent film de 2009, Le Roi de l'évasion, et qu'on avait donné notamment lieu ici à un débat assez animé sur L'inconnu du lac en 2013, suivi par 2016 Rester vertical, et son dernier film en date, donc Viens je t'emmène, par contre se passait à Clermont-Ferrand, si je ne m'abuse, hein, ce qui n'est pas commun, ça n'arrive pas souvent, des films tournés à Clermont-Ferrand. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et donc la Miséricorde, il revient dans... Ah si, le chagrin et la pitié, quoi. Oui, enfin, c'est pas non plus tout récent. Hein. Non, mais sinon, non. Donc, qui nous raconte le personnage joué par le jeune acteur Félix Kissil, qui revient dans le petit village de Saint-Martial, là où il a passé son enfance, car le père d'un de ses amis, incarné par Jean-Baptiste Durand, le metteur en scène de Chien de la Casse, sorti l'année dernière, est donc décédé. La mère de Jean-Baptiste Durand... Ah oui, d'accord, le père qui est décédé, pas le réalisateur de Chien de la Casse. Tu vas pas faire peur à tout le monde. Non. Et donc, il y a aussi la mère de Jean-Baptiste Durand, incarnée par Catherine Fro, qui est là, et donc... le personnage principal, Jérémy Pastor, en fait, commence à avoir un peu un comportement assez trou, puisqu'il doit à la base simplement rester une nuit chez la mère de Catherine Fro, parce qu'il a bu un petit peu avant de partir, donc de passer la nuit chez elle avant de repartir, et il demande s'il ne peut pas rester un peu plus longtemps dans le coin, histoire de reconnecter avec ses origines, peut-être éventuellement reprendre la boulangerie du coin qui a fermé. Déjà, on lui dit c'est une très mauvaise stratégie, puisque à part 5 personnages, on ne voit personne d'autre dans le film, donc je pense que c'est pas un super bon business plan. Et donc, au milieu de ça, va aussi se mêler d'autres personnages au comportement trouble au contact de Jérémy, notamment le curé, l'abbé Philippe, et un ami donc de Jean-Baptiste Durand, interprété par David Ayala, toujours excellent, dans le rôle de Walter. Et donc ce personnage de Jérémy va un peu agir comme le personnage de Terence Stamp dans le film de Pasolini, donc Théorème,
où tout le monde va se mettre à avoir un genre de désir inavoué ou avoué, en tout cas assez étrange avec le personnage de Jérémy. Et évidemment, au milieu de tout ça va se mêler un élément dramatique. Un personnage, donc celui de Jean-Baptiste Durand, va mourir dans le premier tiers du film. On sait que c'est Jérémy qui l'a tué, et de là va encore se mêler des relations encore plus troubles entre tous ces différents personnages, notamment dans des sous-bois et la cueillette aux champignons. Personnellement, j'ai jamais rien eu à foutre de la cueillette aux champignons, et c'est bien encore un film qui me prouve que tout ça est bien trop dangereux, et autant aller les prendre au supermarché du coin ou au marché, hein, c'est quand même beaucoup moins compliqué, d'autant que j'y connais rien en champignons. Mais donc Alain Guiraud dit... ils ont des très belles cèpes. Hein. Ils ont de très belles, apparemment, oui. Ils ont des très belles cèpes. Hein. Ils ont des bons coins à champignons là-bas. Absolument incapable de reconnaître des cèpes dans leur état naturel. Si, ils ont des très belles cèpes. Et donc, des très belles morilles. Dans un réseau d'influence, on disait, il y aura du Pasolini, il y aura un peu de Buñuel, mais il y a aussi son propre cinéma, parce que c'est basé sur un de ses bouquins qu'il avait sorti il y a 4-5 ans, qui s'appelle Rabelaire. Donc évidemment, un petit côté rabelaisien, on va dire, sur la question d'un certain désir qui se crée au contact de personnes étranges. Une question du trouble, du désir, dans un film qui m'a quand même un peu déçu, parce que c'est vrai que j'attendais, je suis assez client du cinéma de Alain Guiraud, mais finalement, au-delà de son ambiance assez étonnante et de sa maestria pour filmer les décors naturels, donc de l'Aveyron dans un automne absolument magnifique, il y a un rythme finalement assez étrange qui se crée, qui n'est pas désagréable, mais où la finalité ou même le trouble entre les personnages, je trouve, ne va pas assez loin, parce que finalement je ne vois pas trop la finalité du film de Guiraudi. Docteur. Alors moi je connais beaucoup moins bien le cinéma de Guiraudi. Moi j'ai trouvé le film par simple racisme du Sud-Ouest, on peut le dire, bien sûr, et puis par homophobie, tu sais bien, mais non mais plutôt moi c'est vrai que c'est un film qui m'a... Là aussi, c'est un film qui quelque part m'a pas déplu, parce que c'est un film qui a déjoué en fait les attentes que j'avais. Moi, je m'attendais à le mec revient dans son petit bled et il s'est passé des choses avant, notamment des histoires de zizi. Donc, éventuellement, moi je pensais qu'il allait avoir du prêtre violeur, de l'amant contrarié, de ce genre de choses-là. Et alors en fait, le film dérive assez vite, et il dérive de deux manières. La première chose, c'est d'une part, il va dériver par rapport au personnage principal, dont on se rend compte que ce personnage auquel on a envie de s'identifier, il n'est pas très net. En fait, il a un jeu pas très net non plus. Il a un jeu en décalage par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui coince en fait chez ce garçon, donc sans en dire trop par rapport au film, mais il y a quelque chose qui coince avec ce garçon, et notamment il a une capacité, c'est un caméléon en fait. Alors je disais tout à l'heure, c'est un coucou parce qu'il prend la place des autres, mais c'est aussi un caméléon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit en fait du désir qu'il provoque chez les autres, et ce désir peut très bien être hétérosexuel, homosexuel, avec des gens de son âge, avec des gens plus vieux, ça lui est totalement égal tant qu'on le désire quelque part. Donc c'est un personnage dont le passé en plus, hein, c'est pas très clair justement. Non. Leur passif à chacun, leur relation, qu'est-ce qui s'est passé, se révèle un peu, et trouble. Ça reste assez trouble. Donc déjà, moi je trouve que c'est assez déstabilisant, parce que c'est une manière de travailler le protagoniste, je trouve, qui est assez intéressante, c'est-à-dire le fait que toi tu crois que t'es parti pour être dans un film où un type revient dans un village, et c'est les gens du village qui sont louches, et tu te rends compte que les gens du village ne sont louches que quelque part parce que lui-même est louche. Que à son contact. Et que à son contact. Donc là, là, j'ai trouvé ça plutôt bien, avec pas mal d'homo-érotisme, mais pas que. La relation avec Catherine Frotte, qui est une relation curieuse, qui est à la fois Catherine Fro, qui est une relation curieuse, qui est à la fois une relation mère-fille, mais où il emprunte les vêtements du père défunt, dont on sent bien qu'il s'est passé quelque chose aussi avec le père défunt, mais on n'en saura pas plus. Bon, voilà, il y a une espèce de trouble. Ça avait commencé dans les petits villages des territoires, on s'emmerde un peu. Oui, non, mais n'empêche que voilà, c'est un peu trouble. En tout cas, tout le monde a l'air d'être assez dévoré par le désir. Hein. Oui. En tout cas, petits et grands sont quand même. Le désir a l'air d'être quand même la force dynamique principale de tous les personnages du film, à un moment ou à un autre. Et puis alors, il y a un deuxième aspect, moi, qui m'a un peu surpris, mais que j'ai pas forcément trouvé désagréable, c'est que le film change de nature au fur et à mesure qu'il avance. C'est-à-dire que ça commence comme un genre de thriller. Et au bout d'un moment, notamment dans la dernière partie du film, ça devient presque une comédie absurde. C'est à la limite de la comédie absurde. Alain Guiraudi est assez friand, en fait. Des ruptures de ton, en fait. Des ruptures de ton et de touches d'humour un peu absurdes au milieu de drame. Il y a il y a deux personnages de flics. Oui.
qui payent pas de mine, mais qui sont particulièrement doués, des espèces de flics Colombo. Qui sont très très Guiraudy pour le coup dans l'humour, dans les réactions. Qui sont très bien, moi je trouve qu'ils sont super tous les deux, enfin qui sont vraiment, puis même physiquement qui vont super bien. C'est un vieux flic un peu bedonnant d'une 50aine d'années et une jeune flic, une petite gendarmette arabe. Et qui ont tous l'air, et les deux flics sont suspicieux de tout le temps. Tout le monde. Tout le temps de suspicieux de tout le monde. Et le gendarme a la mauvaise habitude de rentrer dans les maisons des gens pour aller les interviewer, pour les interroger dans leur sommeil, pour leur faire dire des trucs. Tu vois. Donc là du coup, et puis alors il y a le curé. Et le rôle du prêtre, dont on attend quelque chose d'absolument tragique, et où il y a une forme d'ultra-romantisme, sans trop en révéler, mais il y a une forme d'ultra-romantisme chez ce prêtre-là, avec une scène de confession que j'ai trouvé vachement bien. J'ai trouvé vachement bien. Une scène de contre-confession ou d'anti-confession qui est vachement bien, où justement... Où les rapports sont inversés. Voilà, où il y a l'idée de l'inversion des rôles sociaux entre le personnage principal et le prêtre. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça devient presque vaudevillesque en fait. Voir un peu dans le placard. Ouais, non mais voilà, voir un peu, pas grossier, tu vois, mais un peu poète quoi, tu vois, presque. Paillard. Un peu avec quelque chose d'un peu paillard, effectivement, avec quelque chose d'un peu paillard, sans que ça tombe dans la dénonciation. Ou dans l'anti-christianisme basique et tout ça, puisque le personnage du prêtre est tout à fait sympathique par ailleurs, mais lui aussi avec son air très suspicieux, qui a l'air toujours de savoir quelque chose de plus que tout le monde. Mais aussi par le biais du personnage du prêtre se pose la question de la morale des actes et du crime. Complètement. Et justement la question de la morale, là aussi il y a des l'ambiguïté de la morale. Là aussi il y a des inversions, puisque le prêtre auquel on accorde nous une valeur moraliste, c'est-à-dire que le prêtre est censé être moral. Qu'est-ce qui se passe quand un personnage de prêtre est justement non pas immoral mais amoral, parce que pour moi c'est pas amour du goût, voilà, parce que justement et amoral par désir, amoral par le désir justement, et que la question du désir, et ça c'est un truc moi que j'ai assez apprécié dans le film, c'est que la question du désir, quel que soit d'ailleurs le type de désir, n'est jamais traité en fait sous un angle moral. Au premier du désir, au deuxième du soupir. Voilà, exactement, non, décidément. Mais voilà, moi c'est un des aspects intéressants que j'ai trouvé, c'est-à-dire que justement au bout d'un moment il y a vraiment une suspension, mais je crois que ça c'est quelque chose qui est pas propre à ce film-là, qu'on retrouve pas mal chez Guiraudy, qui est cette idée que le désir en fait est neutre quelque part. Le désir il peut être destructeur, il peut être problématique, il y a le désir et la morale. Voilà, et que le désir rentre en conflit en fait avec la société, et la société elle s'exprime par justement la morale, voire le moralisme. Comme on dit dans Seul contre tous de Gaspard Noé, chacun sa morale, chacun sa justice. Oui. C'est un peu le même. C'est un petit peu ça, alors en moins violent quoi, évidemment, comme et avec une espèce finalement de... C'est assez curieux comme film, parce que c'est un film moins adolescent que Noé. C'est un film où il se passe quand même des trucs assez graves, il y a un meurtre. Mais tout le monde a l'air de prendre ça relativement et en même temps, il y a une espèce de côté what the fuck, quoi, qui est de côté rien à foutre, où justement la question de la morale est très très vite évacuée. Donc c'est pas du tout une enquête policière, c'est pas du tout un film à énigme. D'ailleurs l'énigme elle est bousillée à la fin du premier tiers du film. Donc c'est autre chose. Donc c'est encore autre chose. Et là je trouve que de ce point de vue-là, le film est est suffisamment détourne suffisamment les choses que moi je pouvais attendre éventuellement d'un film comme ça, sachant que moi je connais pas très bien Alain Guiraudy, donc peut-être que je me suis plus fait avoir que toi entre guillemets par le dispositif à l'intérieur du film. Et moi j'ai trouvé en tout cas qu'il n'était pas du tout inefficace, au contraire. Moi j'ai trouvé, et les acteurs sont plutôt bien, pas beaucoup d'acteurs connus, des têtes qu'on a déjà vues, mais pas de gros stars, à part Catherine Fro, la vedette des vieux, qui est très bien, qui est très bien, Catherine Fro, qui fait son truc, et voilà, et une scène finale moi que j'ai trouvé superbe, une scène finale que j'ai trouvé très bien, quoi, voilà. Et vraiment un film, c'est une espèce de théorie, une espèce de variation autour du théorème de Pasolini, mais en Aveyron, avec des curés, des champignons et des sous-bois. Et des zizis de curé. Et des zizis de curé. Voilà. Donc voilà, c'est Miséricorde de Alain Guiraudy. Actuellement dans les salles, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément Floret. Alors moi ça va être Les Rêveurs de Tom Tykwer, un de ses premiers films, son deuxième ou son troisième long métrage, avant son turbo carton Cours le Lacour. Donc film alors hyper stylisé. Bon, on connaît le bonhomme, une mise en scène, une réelle peut-être un peu trop datée, mais en tout cas très marquée années 90. C'est ce que j'allais dire, 13 années 90. Donc, il y a du flow, de la techno. Voilà, donc, un peu. Donc, moi, ça me convient parfaitement.
Alors pas du tout, ça se passe dans la montagne, dans la neige, mais il y a une espèce d'ambiguïté de la fatalité, quelque chose de très bizarre, un film où on ne sait pas trop comment se placer par rapport aux personnages, où certains ont des comportements de connards mais ils vont être sauvés, d'autres sont plutôt sympas mais finalement ça va rester comme ça, d'autres sont des connards, vont rester des connards, enfin voilà. Un mélange, une espèce d'étude de mœurs autour d'un petit groupe de personnages, j'en dis pas plus. Mais voilà, un film ultra ambigu par rapport à ça, donc forcément un film hautement recommandable rien que pour ça. Tu peux me dire le titre en allemand ? Non. Docteur. Moi, ça sera alors dans le genre ambigu, mais dans une version assez réjouissante. C'est The Boys, voilà, la BD scénarisée par Garth Ennis, qui est un auteur que moi je suis en train de commencer à découvrir. J'ai pas encore lu Preacher. Alors les fans de BD, évidemment, j'imagine, se couvriront les oreilles en écoutant ça, en disant mais qu'il est nul. Mais il est jamais trop tard. Et franchement, c'est vraiment c'est super bien. Alors, moi, j'ai découvert ça par la série, qui est bien. La BD, moi, je trouvais encore vachement mieux, quoi. Voilà. Et c'est bien trashouille, ça se fout de la gueule de l'écurie d'ici. Ça vous fait rire tout ça, hein. Ah, bah, disons que c'est assez réjouissant, avec des super-héros tous plus dégueulasses les uns que les autres, et une bande de gars qui est chargée éventuellement d'aller leur mettre des pâtés. Donc il y a de la violence, du sexe, des trucs tordus, en veux-tu, en voilà, de la politique, et c'est vachement bien. Moi j'appelle ça un lundi. Ouais, exactement. Merci docteur. Sinon, moi, j'ai revu ce week-end, j'ai pas vu de ça depuis 15 ans. Peut-être un des plus beaux films punk du monde, c'est Out of the Blue de Dennis Hopper, son film de 1980 porté par la... Je me demande si on l'avait pas fait à la radio. Quand il était ressorti chez Potemkin, voilà, toujours porté par la magnifique musique de Neil Young, bien évidemment, film absolument prodigieux, merveilleux, mais aussi sacrément tragique. Il faudra revenir un jour sur Dennis Hopper, réalisateur, parce que Colors, c'est un super film aussi. Super film. The Last Movie, c'est super. Bon, Easy Rider, pareil qu'Easy Rider, c'est pas mal. Mais... Il faudrait revenir un jour sur lui, parce que même il a fait Hotspot, avec Don Johnson. Avec Don Johnson, il y a plein de trucs bien. Je me demande s'il a pas, je sais pas si c'est lui qui a fait le documentaire sur le Graphe, où il apparaît. Il a fait aussi un polar qu'il avait signé Alan Smithy, qui s'appelait Catch Fire, avec Jodie Foster lui-même, qui est pas si mal que ça, qui était ressorti l'année dernière. Tiens, un jour, peut-être d'ici la fin de l'année, ça serait bien de se faire ça fait une Milius l'année dernière, ça serait bien de se faire une spéciale Dennis Hopper. Moi, je serais assez content quitte à travailler sur des réalisateurs un peu fachos, qu'on aime bien, les réalisateurs de droite qu'on aime bien, Dennis Hopper, c'est un bon. Ces films ne sont pas fachos. Bon, lui clairement, c'était pas un camarade. Lui, c'était pas un gauchiste. Il était bouchiste. Mais ces films de mecs de droite qui sont la contre-culture qui a dévié, quoi. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien ça. Donc on va creuser ça. Donc voilà, Out of the Blue de Dennis Hopper. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment bagarre et hip-hop. Joyeux programme. Moi, je count me in, comme on dit. Les deux mamelles d'Erwan. Merci. Les deux mamelles, je reste poli, s'il te plaît. Laisse mes mamelles tranquilles, s'il te plaît. Donc merci messieurs, merci Margot Ulysse à la mise en son de cette émission.